En 2023, vous avez donné 150 000 € au Canard enchaîné. Et vous avez donné 750 000 € à Charlie Hebdo. Vous avez donné 12 millions d'euros au groupe Bayard qui publie le quotidien La Croix. Vous avez donné 5 millions d'euros aux communistes de l'Humanité, 5 millions et demi d'euros à l'ultra-gauche Télérama et 6 300 000 € à Libération. Avec l'argent de vos impôts, l'État et Macron savent se montrer grand prince et aider les amis. Avec votre argent, on maintient la presse de grand chemin en soins palliatifs. Alors, pour endiguer la propagande, le mensonge, la désinformation, ce fric de dingue, il n'y a qu'une seule solution, remplacer le vieux monde médiatique par une vraie presse alternative, par TVL. Notre aide, c'est vous et vous seul. Alors, n'attendez pas, faites un don à TV Liberté. Ensemble, remplaçons ce vieux monde médiatique. La liberté à tout prix. Ancien ministre, ancien maire, ancien député, diplômé de théologie après son retrait de la vie politique, Christine Boutin publie un livre en forme de manuel, lettre ouverte à qui veut s'engager en politique pour servir la France et les Français. C'est aux éditions Teki, c'est en vente sur le site tvl.fr dans la boutique de TVL. Bonjour Christine Boutin. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir à un moment où la politique et ceux qui en font sont décriés, décrédibilisés, dévalorisés. Vous écriez dans cet ouvrage « J'aime la politique ». Et pourtant, la politique, elle ne vous a pas fait que des cadeaux pendant 40 années de mandats électoraux. La politique, c'est le plus bel engagement. Pie XII, je crois, disait que c'était l'exemple de la charité. Enfin, c'est le plus bel exemple de la charité. Les coups qu'on peut recevoir, les critiques que l'on peut recevoir, d'abord permettent de prendre du recul, mais la politique, c'est vraiment s'occuper des autres, c'est d'essayer de trouver le bien commun, c'est-à-dire les orientations qui permettent à chacun de se retrouver, de vivre ensemble. C'est donc quelque chose qui vous élève. Alors effectivement, là, on est plutôt dans la fange. Honnêtement, on est plutôt dans la fange. Donc ça peut dégoûter beaucoup de gens, mais il se trouve que 40 ans, j'ai été dans la vie politique. Et avec le recul, j'ai pu raconter, c'est ce que j'essaie de dire dans ce livre pour encourager en particulier les jeunes à s'engager en politique, j'ai pu voir le déclin dans lequel on se trouve aujourd'hui. La France est complètement par terre. Enfin, de reste, beaucoup de gens se désolent, se demandent comment on va faire pour s'en sortir. Eh bien moi, je vous dis, Martial Bild, que la France va se relever et que ça dépend de chacun d'entre nous et qu'il faut nous avancer. Et nous avons déjà les semences. Nous avons une jeunesse magnifique. Elle est minoritaire, certes, mais elle est magnifique. Celle qui est formée. Tous les autres ne savent pas, ils n'ont plus d'histoire, ils ne savent plus rien sur notre pays. Moi, dans ce livre, je fais référence à un certain nombre de dates de l'histoire qui me semblent indispensables. Et donc, moi, je crois dans la politique qui élève l'homme. Aujourd'hui, elle est en échec, la politique. Un message optimiste qui n'est pas partagé dans le monde politique aujourd'hui, donc ça fait plaisir de l'entendre. Vous écrivez « J'avais tant de choses à vous dire ». Et c'est pour ça que vous avez éprouvé le besoin de parler dans un livre qui est en forme d'entretien avec l'historienne et écrivain Marie-Joëlle Guillaume. C'était vraiment quelque chose de nécessaire. Écoutez, tout le monde sait mon engagement de foi. Je suis catholique fervente et mon père Spie me tannait depuis que j'avais arrêté pour que j'écrive ce livre. Et j'ai résisté pendant 4 ans. Parce que je savais que ce que j'allais dire dans ce livre était quand même quelque chose, pour moi en tous les cas, et je pense pour la France, très important. Donc voilà, j'ai fini par dire oui. J'ai d'abord voulu mettre un peu de raison dans ma foi pour vraiment m'appuyer sur ce que j'avais à dire et à transmettre qui me semblait important. Et voilà, ce livre est arrivé. Est-ce qu'on peut parler de manuel? J'ai dit le mot manuel parce que en fait, c'est un peu étonnant. Il y a un mélange à la fois de témoignages,
de conviction, des réflexions presque philosophiques, et puis aussi des conseils pratiques d'ailleurs. Oui, ben oui, parce que je comprends qu'aujourd'hui, devant le champ de ruines que présente la politique, les personnes qui sont un peu intéressées par le fait politique se demandent comment faire. Donc moi, j'ai donné un certain nombre de clés et rappelé un certain nombre de fondamentaux. C'est un livre qui s'adresse aussi bien aux croyants qu'aux non-croyants, sauf le dernier chapitre où je dis ce que je crois, et qui est naturellement plus directement compréhensible par les catholiques que fervents. Je reviens sur la politique et tout particulièrement sur votre engagement personnel. Et alors, dès le début, vous ne le dissociez pas, cet engagement personnel, de votre engagement spirituel. Vous l'avez éprouvé encore à l'instant. À un succès politique dans l'ouvrage s'ajoute une victoire spirituelle. À une épreuve électorale s'ajoute une épreuve spirituelle. Est-ce qu'on n'est pas au cœur, Christine Boutin, du reproche qui vous a toujours été fait de ne pas séparer votre engagement spirituel de votre engagement politique, le spirituel étant réservé, selon la litanie, au privé et à la vie privée. Vous connaissez la chanson. Mais c'est notre drame. C'est une mauvaise interprétation du rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, qui fait qu'en France, du reste, nous sommes le seul pays au monde à avoir une laïcité comme celle que nous avons aujourd'hui, qui est du reste une laïcité qui est devenue du laïcisme, c'est-à-dire l'interdiction de dire sa religion. Mais il n'y a pas d'autre pays dans le monde qui a une telle interprétation de ces versets de la Bible, de l'Évangile, pardon. Aujourd'hui, les théologiens de ce moment remettent les choses à l'endroit. Rendez à César ce qui est à César. La réponse de Jésus est de dire oui, ce qui est au prince, aux responsables politiques, à l'impôt, il faut le donner à l'impôt. Mais qu'est-ce qui est à l'image de Dieu ? Pour l'image de César, c'est l'argent, l'impôt. Mais qu'est-ce qui est à l'image de Dieu ? C'est l'homme. Et donc, il n'y a pas de séparation entre la vie publique et la vie privée. Et je vous avoue que c'est une grande chance de le comprendre, ça. Et c'est la clé de tout. Et je pense que c'est une des raisons profondes pour lesquelles la France va mal. C'est qu'on nous a mis dans la tête, depuis la Révolution, car la Révolution était là, effectivement, pour éliminer la religion, et on y arrive aujourd'hui. Notre religion qui est chrétienne, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, notre histoire nous fait des chrétiens, nous sommes dans la matrice chrétienne. Eh bien, aujourd'hui, cette séparation fait que, du reste, je donne des exemples dans ce livre, où moi j'ai vu même certaines personnalités importantes de la vie politique française me dire « Christine, je partage tes idées », des chrétiens, en tous les cas qui se prétendent comme tels, et qui répondaient, qui me disaient « Je réponds l'inverse de ce que je crois, car je ne veux pas imposer ce que je crois à mes électeurs, ou même je ne veux pas, comment dirais-je, non, je tiens compte, ce qu'il me disait, je tiens compte de ce que les journalistes qui m'interrogent, ce que va faire le journaliste dans l'interprétation de ce que je vais dire. Donc je ne vais pas dire exactement ce que je crois. Mais enfin, c'est complètement fou. Enfin, je veux dire, ça c'est de la folie. C'est la folie au sens propre du terme. Christine Boutin, vous savez que la folie, et vous êtes associée par un fait qui vous a collé à la peau, c'est le fait que vous ayez brandi, c'est le terme, hein, toujours, oui, une Bible oui. à l'Assemblée nationale. Oui. Ça a été l'affaire Christine Boutin. Est-ce que vous regrettez ce geste ? Ah, pas du tout. Je n'ai jamais regretté ce geste. J'ai été surprise de l'effet médiatique que cela m'a donné, la notoriété. Mais vous savez, ça a été très positif en définitive pour moi. À la fois pour ceux qui partageaient mes idées que mes adversaires. Je suis sorti du silence. C'était au moment du Pax, donc c'était une période très tendue. Ce geste, du reste, je n'en parle pas dans ce livre, parce que pour moi, il est sans intérêt. Il est naturel. Aujourd'hui, on a été choqués de voir ma Bible dans l'hémicycle, mais aujourd'hui, je viendrai dans l'hémicycle avec mon téléphone. J'ai également la Bible dans mon téléphone, et ça ne surprendrait personne. Donc c'est un fait médiatique, anecdotique. Je ne l'ai pas fait par courage, je l'ai fait parce que Mme Guigueux nous racontait des sornettes et qu'elle n'avait plus d'idées pour avoir du temps pour faire venir les socialistes dans l'hémicycle. Et je lui ai proposé de bonnes lectures et j'ai sorti ma Bible, voilà. Les mots aussi, même chez vous, sont religieux. Je regardais, il y a peu de temps encore, Macron, vous dites de Macron, il est possédé. Oui. Ce terme-là, c'est un terme qui sort d'où, Christine Boutin ?
je ne sais pas s'il sent du Christine Boutin. Je l'ai pensé, peut-être, je vous ai dit, j'ai une foi fervente et c'est vrai que la présence de Dieu est dans mon cœur tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire, Macron est possédé? Parce qu'on vous le reproche là aussi. Mais oui, mais qu'on me le reproche, on a le droit. En tous les cas, il y a des... Vous savez, on me reproche ce mot parce qu'effectivement, c'est un mot qui peut avoir une connotation religieuse, quoique il n'y a pas qu'une connotation religieuse. Mais les psychiatres, aujourd'hui, prennent d'autres termes. Qu'est-ce que l'on dit de M. Macron? C'est un pervers narcissique. Alors, les psychologues, les psys, etc., utilisent leur vocabulaire. Moi, j'utilise le mien. Mais c'est exactement la même chose. Donc, Macron est un possédé? Mais oui, je pense qu'il a vraiment pactisé, oui, avec certains. Alors, est-ce que c'est le diable? On peut le penser, mais c'est avec certaines personnes, avec certaines puissances. Et en tous les cas, des puissances qui ne sont pas celles de la vie et du respect de la vie. Ça, je suis absolument convaincue. Je suis quand même très frappée de voir à quel point, du reste, depuis 2007, j'ai dit à mes proches que Macron était possédé. Je n'ai jamais rencontré M. Macron. Pourquoi en 2007? C'est le début de son passage, je ne le connaissais pas avant. Je ne le connaissais pas. Depuis qu'il a... Enfin, 2012, non, il a commencé en président en 2017, 2017. Il a été après oui, c'est 2017. Avant, etc. Oui, donc, 2017, excusez-moi, pas 2007. 2007, c'est quand je suis rentré ministre, c'est différent. Donc, 10 ans plus tard, il est devenu président de la République. Et dès qu'il est arrivé, j'ai dit à mes proches, mais cet homme a quelque chose qui me dérange. Il est possédé. Il y a une certaine forme de possession, cet homme, de je ne sais qui, mais voilà. Et malheureusement, ça se vérifie. Quand vous voyez aujourd'hui que le seul programme qui est vraiment proposé sous le règne de M. Macron, c'est la mort. Constitutionnalisation de l'IVG, qui n'était absolument pas nécessaire. Et maintenant, c'est l'euthanasie, qui malheureusement va vraisemblablement passer. Et tout le monde est d'accord. Ils n'ont rien d'autre à proposer, et sinon la mort. C'est ça l'objectif que l'on donne aux Français. Comment voulez-vous que les Français soient fiers de leur pays? Comment voulez-vous que les Français aient de l'espérance? Comment voulez-vous que les Français aient de la confiance? Ce n'est pas possible. Le seul horizon que l'on donne à la France, c'est la mort. Eh bien, moi, je suis désolée. Moi, je donne la vie. Moi, je propose la vie. Et moi, je suis une catholique qui propose la vie. Vous évoquez votre parcours politique qui vous a mené jusqu'à l'élection présidentielle. Vous avez été candidate, votre parcours au ministère du Logement. Vous avez été ministre de Nicolas Sarkozy. Vos rencontres avec des belles personnes. Je pense bien évidemment, là vous citez plusieurs, mais vous retenez bien évidemment la personnalité de Jean-Frédéric Poisson. Quelqu'un d'important dans votre parcours politique aussi, cette rencontre. Jean-Frédéric Poisson est un homme d'exception. Jean-Frédéric Poisson, les hasards ont fait que nous nous sommes rencontrés alors que je faisais une conférence en Vendée sur la bioéthique, au moment où je travaillais sur la bioéthique. Et il était étudiant, il était au chômage, il m'a proposé son service. Moi, j'avais besoin de quelqu'un pour une campagne départementale que vous avez oublié de citer, car j'ai été conseiller d'État départemental. Et il est resté, il devait rester 15 jours pour faire cette campagne, et il est resté plus de 10 ans. Et nous avons fait un tandem absolument magnifique, parce que c'est un philosophe, c'est un chrétien enraciné, et qui a pu m'apporter un certain nombre de billes, si je puis m'exprimer ainsi, pour approfondir mon propos et tenir bon aussi dans ce combat. Il y a des belles rencontres. On vient de parler de Jean-Frédéric Poisson. Est-ce que ça suffit? Néanmoins, je vous repose la question de s'engager politiquement aujourd'hui. Vous dites, à un moment, on n'échappe pas à la politique. Bon, vous l'avez fait en 2017, vous êtes parti. Oui. Non, mais d'autres l'ont fait aussi. Non, mais ce que je voulais dire... Ils ne regrettent pas. Non, on ne le regrette pas, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui hésitent à s'engager. Et je comprends qu'ils hésitent. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Parce qu'il faut... Vous savez, quand on laisse une place vide, c'est d'autres qui prennent la place. À partir du moment où on voit très bien une diminution de la religion catholique en France et de sa pratique, mais à partir du moment où on abandonne les choses, le terrain, eh bien, la nature a horreur du vide, donc ça se remplit par d'autres personnes qui combattent justement ce qui a fait la France. La France, elle est née du baptême de Clovis, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. C'est ainsi. Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence dans cette volonté affirmée de voir une génération s'impliquer dans la vie politique, et vous le faites avec beaucoup de véhémence, mais ce propos vient se confronter à un autre propos que j'ai trouvé dans l'ouvrage, je vous le cite, « J'ai été, en 21 ans de mandat à l'Assemblée nationale, un des acteurs les plus convaincus et les plus tenaces de la résistance,
sans succès, malheureusement. Oui. Pour demander aux gens de s'engager, vous trouvez les mots, sans succès. Mais oui, mais parce que, si vous voulez, l'avantage lorsqu'on a la foi, c'est que on sait très bien que la vie, c'est un chemin. Et la vie d'une nation, c'est un chemin. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas les résultats immédiatement que l'on n'a pas semé. Au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de semences. Et je suis très surprise de voir, alors que j'ai arrêté la politique déjà depuis un certain nombre d'années, en étant active, de voir à quel point le nombre de personnes me reconnaissent encore de la vie dans la rue pour les combats que j'ai menés. Donc voilà, il faut savoir abandonner. Il faut surtout être fidèle à ses convictions, tenir bon. La cohérence, elle est là. J'ai toujours tenu bon. Je me suis engagée pour la vie et jusqu'à la fin, j'ai été pour la vie. Vous évoquez dans la deuxième partie de cette lettre des pistes, des chantiers de ce qu'il convient d'appeler la reconstruction de notre pays et de l'Europe. Vous utilisez cette image, il s'agit de mettre son casque et commencer à rebâtir. Mais j'ai envie de vous dire, mais par où commence-t-on? Bien, on commence par ce que je propose. D'abord, il y a des items qui sont très importants si on veut s'engager en politique, c'est prendre la conscience du temps. Le temps on ne peut pas le retenir dans ses mains, il est impondérable. Une minute peut paraître 10 ans et 10 ans peuvent paraître une minute. Ceci nous rapproche, c'est un mystère, le temps. Eh bien, ça nous rapproche du mystère de Dieu. Je crois aussi qu'il faut rétablir l'autorité dans ce pays. Il n'y a plus d'autorité. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'autorité? L'autorité, ça veut dire la confiance réciproque entre celui qui détient l'autorité et celui qui la met en action. Et puis la liberté. La liberté. Voilà, il faut se rappeler ces trois items qui sont très importants. Pour moi, un magnifique tableau de la liberté, c'est le tableau de la croix, où on voit justement la liberté qui est incarnée par une femme qui tient le drapeau français. Il y a Notre-Dame dans le fond, il y a des petits ouvriers, il y a le curé, il y a l'avocat, il y a toute la société française qui est guidée par la liberté. Et la liberté, elle impose la responsabilité et la cohérence. Il y a un chapitre assez polémique dans l'ouvrage, c'est celui que vous intitulez « La vraie dignité de la femme ». Et là, est-ce qu'il faut que je vous rappelle que vous êtes contre l'avortement? Vous aviez été contre le Pacs, contre le mariage homosexuel, contre la PMA, contre la GPA. Vous avez soutenu même une certaine forme de gauloiserie. J'ai vu ça sur la fiche Wikipédia qui n'oublie jamais pour les personnalités de droite de rappeler tous leurs propos. Une certaine forme de gauloiserie au moment de l'éclosion du phénomène MeToo. Et ma question, elle est rude. Est-ce que vous êtes la mieux placée pour parler de la dignité de la femme? Mais bien sûr, justement. Mais bien sûr. Alors, en ce qui concerne la gauloiserie, elle fait partie de la culture française. Et vraiment, la gauloiserie, elle est française. Et moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, il y avait encore l'usage de la gauloiserie parce que les hommes n'avaient pas peur des femmes. Eh bien, il y avait des sourires. Enfin, il n'y avait pas d'agression des hommes. Et la femme ne le prenait pas comme une agression. Aujourd'hui, même simplement ouvrir la porte à une femme, pour un homme, c'est douteux. Est-ce qu'il n'est pas en train de vouloir me violer? Donc, non. Oui, je suis pour la dignité de la femme et je l'ai toujours défendue de façon importante. Ce qui est plus grave, ce qui est plus important, et merci de cette question, c'est qu'en fait, derrière la dignité de la femme, on est en train aujourd'hui, et ça a commencé avec la parité, le principe de parité que moi je n'ai pas voté. La parité, pourquoi? On nous présentait ça comme l'égalité absolue entre les hommes et les femmes. Pourquoi pas? Naturellement, ça fait plaisir. Mais en réalité, cette parité, elle commençait un chemin qui nous amène petit à petit à rendre la femme, à enlever à la femme son être profond. Et quelle est la différence et l'être profond de la femme? C'est de porter la vie. C'est la grande différence avec les hommes. On a besoin des hommes pour porter la vie, mais c'est tout de même la femme qui porte la vie. C'est elle, j'ai entendu une très belle phrase d'un homme d'une quarantaine d'années parlant de sa maman, en disant « Mais regardez, nos mamans, elles sont les seules et les premières à nous connaître dès le moment zéro. »
Et c'est ça la vérité, c'est donc profondément de l'humanité. Et ce qu'on veut aujourd'hui, c'est nous, par l'utérus artificiel, par toutes les manipulations qui sont faites aujourd'hui, par le fait qu'on veut mettre les femmes uniquement dans le domaine économique et financier. Pourquoi pas si elles sont tentées par cela? Mais pourquoi enlever à la femme, par l'existence par exemple de l'utérus artificiel qui va être mis en place très prochainement, nous le savons tous, pourquoi lui enlever son être même? La raison pour laquelle elle est là. Eh bien, moi, je vous le dis, Martial Bild, c'est parce qu'on veut aujourd'hui créer un être neutre. Et nous, quand on sera dépossédés de ce qui fait notre profondeur, notre identité profonde, et que nous serons devenus neutres, vous, les hommes, vous serez neutres aussi. Et nous serons donc des espèces de robots qui seront à la dimension de ceux qui possèdent et qui nous mettront en esclavage. Moi, je pense que c'est dramatique. Et c'est justement un des points les plus importants de ce livre où je dis que ce qui est en jeu aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est le délabrement de notre pays, l'économie qui est complètement par terre, notre budget qui est déraisonnable. Eh bien, bien sûr que c'est très grave, notre agriculture. Regardez ce qu'on est en train de faire de notre agriculture. Regardez les agriculteurs. On est en train de les tuer. On est en train, en réalité, non seulement de les tuer, mais de nous mettre dépendants, car notre souveraineté alimentaire est mise en cause aujourd'hui. Ces hommes sont en train de se battre pour que nous gardions notre souveraineté alimentaire. Quand on n'aura plus de quoi manger, parce qu'on nous imposera tel ou tel produit, nous serons devenus des esclaves. Et en réalité, dans ce livre, ce qui est mon cri, c'est que ce n'est pas l'économique, le financier, etc. qui est en cause, même s'ils sont gravement atteints, mais c'est l'homme et son avenir. L'homme est en péril aujourd'hui. Il est même en péril de mort. Et c'est la raison pour laquelle j'engage les personnes qui sont intéressées par la chose publique, tout le monde ne l'est pas, et la chose politique, d'y aller. Et je sais que nous avons les ressources dans notre pays aujourd'hui. C'est pour ça que vous parlez aussi beaucoup de l'intelligence artificielle, de la régulation de l'IA. Vous considérez comme une priorité d'agir en temps réel sur une évolution en train d'advenir. La domination du numérique sur notre vie, c'est aussi le même principe de ce que vous venez d'évoquer. Mais bien sûr, c'est la même chose. Mais dans ce livre, vous verrez, c'est une progression et on en arrive à cette réalité et à ce cri. L'homme est en péril de mort. Et la France a une responsabilité particulière. La France, elle fut la lumière des nations. Elle est fille aînée de l'Église, nous disait Jean-Paul II. Nous avons une responsabilité. Et parce que nous avons abandonné l'essentiel, eh bien, nous sommes par terre. Aujourd'hui, on nous propose des valeurs horizontales et il nous faut retrouver le vertical. Il faut nous élever, regarder plus loin, plus haut. Voilà, vous dites que ChatGPT organise l'abandon progressif de l'usage de nos facultés essentielles, l'esprit, la sensibilité, l'imagination et la mémoire. Moi, j'arrive à voir les textes de ChatGPT maintenant aussi. Ils ont leurs caractéristiques, c'est assez facile de les reconnaître. La vraie question, enfin, celle que l'on n'a jamais cessé de vous poser, celle que vous n'avez jamais oublié de vous poser, celle qui conclut aussi votre manuel, est la place de Dieu dans tout cela et Dieu dans tout cela. Ben, je pense qu'il faut que nous arrivions à renouer avec la transcendance. Je pense que, et justement, à ceux qui sont chrétiens, il faut arrêter d'avoir peur de le dire. Vous savez, Solzhenitsyn nous avait dit, a écrit dans ses livres, que lorsque le totalitarisme est arrivé dans ce qui est aujourd'hui la Russie, ils sont arrivés à faire tomber ce totalitarisme parce qu'il y avait tellement de peur, que c'était le silence qui s'était installé, et ils ont pu reprendre le cours de leur histoire et de leur pays par les murmures qui ont commencé dans les caves. De l'existence de Dieu. Il faut que les catholiques aient le courage de dire qu'ils sont catholiques. Ils ont le droit d'être catholiques, tout comme les francs-maçons ont le droit en France de l'être. Le problème, c'est que les francs-maçons n'ont pas peur de dire qu'ils le sont, ou s'ils ne le disent pas, ils se donnent les moyens de faire en sorte que leurs idées arrivent, et c'est comme ça qu'on arrive à l'euthanasie, et alors que les chrétiens ne disent plus rien. Et nous devons être debout. Quand on regarde ce qui se passe dans les pays
où les chrétiens sont massacrés, en Arménie, au Burkina Faso, enfin tout un tas de pays où ces chrétiens sont en train d'être assassinés, et nous nous plaignons et nous courbons les chines, eh bien, moi je dis, il faut se relever, il faut avoir le courage de se relever. Et je pense qu'il faut renouer avec la transcendance. Je vous écoute, je vous connais, Christine Boutin, je sais quelle est vos passions, votre entêtement à défendre vos idées. Vous l'avez fait auprès de Nicolas Sarkozy. C'est vrai quand même que vous lui avez imposé, si je suis ministre, mais en échange de... Bien sûr. En échange de quoi d'ailleurs? Si vous voulez, sur les problèmes bioéthiques et la manipulation de l'embryon, j'étais très, très clair. Et ça, je me suis engagé sur la présidentielle pour obtenir justement qu'on ne fasse... et le mariage homosexuel. Et donc, je me suis présenté pour dire, parce que c'était la deuxième fois que je me présentais à l'élection présidentielle, et la pression sur le mariage homosexuel était devenue très forte. Et je dois dire que ceux qui ont résisté à l'époque pour ne pas le faire, ce mariage homosexuel, ont été courageux. Et moi, j'y suis allé pour donner du courage. Or, il se trouve que la veille où je devais faire ma déclaration officielle à la présidentielle, Nicolas Sarkozy a donné une interview dans le Figaro Magazine sur la bioéthique qui était encore plus exigeant que le mien, que les miennes. Si bien que j'ai dit très clairement, puisque j'ai la garantie qu'il n'y aura pas de mariage homosexuel, eh bien, j'apporte mon soutien à Nicolas Sarkozy. Et de reste, il ne l'avait pas fait la première fois en 2007, il ne l'a pas fait, le mariage homosexuel. Je dois dire que Chirac, c'est pareil, j'avais négocié ça et il ne l'a pas fait. Et puis, après, la pression était trop forte. Et M. Hollande est arrivé trop content, naturellement, de le mettre sur pied. Et ce qui aussi déstructure notre pays, bien évidemment. Moi, je n'ai rien contre les personnes homosexuelles. Je vous le dis franchement. Mes opposants n'aiment pas que je le dise, mais oui, voulez-vous, j'ai des amis homosexuels. Mais la différence est l'homosexualité et la personne. C'est tout. Le mariage homosexuel amenait obligatoirement à la GPA, à la PMA, à la GPA, etc. Et à la déstructuration du sexe dont je vous parlais tout à l'heure. Vous n'êtes pas de ceux qui regrettent d'avoir été à la manifestation de la Manif pour tous? Pas du tout. Autour de vous, qui étaient autour de vous à cette époque-là, qui maintenant regrettent. Mais tout à l'heure, je vous parlais de la cohérence. Bien sûr, beaucoup ont lâché. Beaucoup ont lâché, absolument. Mais moi, je tiens bon et je tiendrai bon jusqu'à mon dernier souffle. Parce qu'il faut que les Français arrivent à comprendre ce qui est en jeu. Ils se désolent aujourd'hui de l'état de la France. Mais l'état de la France n'est qu'une conséquence de tous ces abandons essentiels. C'était évident. Alors, que ça devienne une lumière pour eux. Ce livre essaie d'être une lumière pour eux, s'ils veulent comprendre. Cette lettre ouverte, alors, je rappelle votre dynamisme que je viens de citer, qu'on vient de voir. Cette lettre ouverte, c'est quoi? Ce sont quoi? Des mémoires? C'est un testament? Il paraît qu'il ne faut pas que je dise que c'est un testament, mais j'assume. C'est une transmission. C'est une transmission. Et ça répond aussi à votre question de tout à l'heure. Vous me disiez, mais vous n'avez pas réussi. Mais ça n'a aucune importance de réussir. Moi, je crois que notre passage sur Terre est un passage qui se continue dans l'éternité, et il y aura des relais. Et c'est justement aux relais qui sont là, qui sont prêts à éclore, que j'ai écrit ce livre. Et j'espère mais je suis sûr qu'il leur servira. Peut-être pas tout. Ils critiqueront peut-être certaines choses, mais ce qui est certain, c'est que c'est basé sur mon expérience. J'ai 80 ans. Je n'attends plus rien. Je n'attends plus rien, vraiment. Mais je crois qu'après mon expérience de 40 ans de vie politique, qui était de mon devoir, et j'ai résisté à le faire parce que c'était lourd, c'était difficile. J'ai des choses très lourdes, importantes, qui sont dites dans ce livre et qui ne sont pas obligatoirement partagées par tous, même des catholiques. Mais ça ne fait rien. C'est ce que je crois, c'est ce qui m'a permis d'avancer et qui permettront à mes successeurs de reprendre le flambeau. Allez, nous sommes faits pour l'espérance, dites-vous. Lettre ouverte à qui veut s'engager en politique pour servir la France et les Français. Eh bien, c'est sur la boutique TVL. Madame le ministre, je vous remercie. Merci à vous.